Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du travail hybride avec une vision, alors pas française, mais internationale. Et on va en parler avec Philippe Guibert, il est directeur médical consulting santé chez International SOS. Il a sous son bras le livre blanc et on va en parler dans quelques instants. Smart et réglo, les obligations d'information à l'embauche dans le contrat de travail, on ne le sait pas forcément, mais il y a une directive européenne qui est appliquée en France. On fera le point avec Justine Corré, avocate en droit social au cabinet Ayache. Et puis enfin, le cercle RH en avant, tous vers la reconversion. C'est un sujet d'ailleurs d'actualité puisque vous l'avez entendu, Elisabeth Borne a évoqué sur les sujets de négociation avec les syndicats la pénibilité mais aussi la reconversion. On va faire le point avec des experts de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, changer de locaux pour préserver sa marque employeur, c'est ce qu'a fait Kellogg's France. Et on en parlera avec Lilia Malel, elle est la DRH de Kellogg's France. Elle nous parlera justement de ce que veut dire changer de locaux. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va reparler, mais cette fois-ci sur le plan international du travail hybride. Alors, on l'appelle le télétravail, on peut d'une manière plus générique l'appeler le travail hybride. Les choses sont pas forcément équivalentes d'un pays à un autre. On en parle avec Philippe Guibert. Bonjour Philippe, très heureux de vous accueillir. Directeur médical consulting santé chez International SOS. D'abord, un petit mot sur International SOS. 85 pays couverts. Oui. C'est ça, oui. Pour accompagner les expatriés sur leurs sujets médicaux. Pas simplement. Et pas seulement. Protéger la santé et la sécurité de tous les collaborateurs, quel que soit leur mode de travail, leur situation et le pays dans lequel ils sont en poste ou en mobilité à l'international. Exactement. Donc pas que les expatriés. Vous avez un livre blanc, alors vous ne l'avez pas devant vous, mais vous l'avez dans la tête, livre blanc justement sur cette question de la flexibilité du travail hybride. D'abord, pourquoi avoir voulu faire, un diagnostic ou faire une photographie de cette situation dans plusieurs pays ? En fin de compte, ce livre blanc est le dernier d'une trilogie de livres blancs que nous avons publiés sur justement la santé mentale, la mobilité à l'international, la santé mentale et les travailleurs en rotation. Le dernier, la santé mentale et le mode de travail hybride, pour faire le lien justement entre ces modes de travail, le bien-être et le devoir de responsabilité ou de diligence des entreprises à l'international. Essayer de comprendre justement s'il y avait des différences, des directives et des standards qui pouvaient s'appliquer aux entreprises. Il faut y revenir quand même d'une manière très concrète. Le travail hybride, vous l'appelez comme cela, vous le distinguez du télétravail ou c'est la même chose ? Parce que certains pays peut-être ne disent pas télétravail. C'est très intéressant parce que justement, il n'y a pas de définition. Mais oui. Il n'y a pas de standard sur la définition qui recoupe des réalités totalement différentes entre quelques jours de travail hors du lieu de travail jusqu'à parfois plusieurs mois offerts aux collaborateurs à l'international pour être dans un autre mode de fonctionnement. Donc, en fin de compte, il n'y a pas tout le spectrum de modes de fonctionnement hybride est très large sans qu'il y ait une définition reconnue à l'international. Alors, on voit des différences. D'abord, rentrons par la partie négative. Vous avez constaté, parce que ça, c'est le livre blanc qui le dit, en France, on a pérennisé ce télétravail. On va y revenir, du télétravail forcé, j'allais dire, avec des dates fixes ou du télétravail très libre. Mais aux États-Unis, il y a un léger reflux, voire un reflux sur cette question. On l'a constaté en effet avec les entreprises de GAFAM qui, vous vous en souvenez, avaient tiré parti de la pandémie pour envoyer tout le monde à la maison et fermer les bureaux, et qui sont en train de faire machine arrière avec le message clair des CEO de ces entreprises qui disent « Nous voulons avoir nos collaborateurs sur le lieu de travail pour justement recréer de la cohésion et générer de l'innovation ». Alors, d'une manière, là, cette fois-ci mondiale, à travers votre étude, on voit qu'il y a quand même un décalage entre l'attente des collaborateurs et la réalité. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la tendance ? On a des collaborateurs qui disent, nous, on veut de plus en plus d'hybridation et de flexibilité. Et puis, il y a des entreprises qui disent, attendez, trouvons le juste milieu. Et ça crée évidemment une zone de tension. C'est exactement ça. Et c'est ce que l'étude de la Fondation internationale a montré, justement, ces attentes. Alors, 2 chiffres. 53% des collaborateurs sont prêts à consacrer plus d'importance à la santé et au bien-être au travail après la pandémie qu'avant la pandémie. Et 2 collaborateurs sur 3 sont prêts à renoncer à une augmentation de salaire pour avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et en contrepartie, vous avez des entreprises qui sont encore
à la traîne dans le déploiement de ces mesures de protection de leur santé mentale. Il y a beaucoup de différences entre pays européens, où on peut dire qu'il y a le bloc européen qui a plutôt une stratégie assez commune, et je dirais les modèles anglo-saxons qui sont dans une stratégie plus hésitante sur cette question de l'hybridation. En effet, c'est plutôt la dimension culturelle est éminemment importante, nos modes de fonctionnement, nos relations au travail affecte énormément ce mode de fonctionnement en mode hybride. Il y a un point, parce que ça vous concerne et ça vous impacte directement, parce que c'est votre mission d'accompagner les collaborateurs et protéger leur santé, c'est le fait qu'ils travaillent davantage, ces collaborateurs. Ça, c'est intéressant, parce que ça a été un des premiers débats du Covid, c'est de dire quand on met les gens en télétravail, ils ne produisent pas, ils ne font pas assez. Faux. Enfin, en tout cas, l'étude montre. C'est ce que les études montrent, en effet. Le nombre de connexions, le nombre de réunions, le nombre d'emails. Le temps passé au travail est plus important, en particulier le soir ou pendant le week-end, en mode hybride par rapport à un mode de fonctionnement traditionnel. Mais Philippe Guibert, et là c'est la question qui vous impacte, il y a beaucoup plus d'impact, de conséquences de l'hybridation sur leur bien-être psychique et physique. Donc là, il y a un vrai sujet d'accompagnement. Et émotionnel, tout à fait. Avec des conséquences parfois positives, tout à fait. Le sens, l'engagement, le bien-être sont augmentés lorsque les gens sont en mode hybride. Par contre, on peut avoir des conséquences négatives, en effet, l'isolement, le sens d'appartenance, la charge de travail, le stress, la fatigue, tout ceci peuvent être des conséquences négatives. Donc l'important, c'est de trouver le juste milieu entre apporter le plus de confort aux collaborateurs, un management bienveillant qui permet justement de faciliter cette flexibilité, cette autonomie, ce sens d'appartenance, en essayant de minimiser au plus les conséquences négatives en termes de charge de travail et de stress. On a eu une avocate dans notre rubrique Smart et Réglo il y a la semaine dernière, me semble-t-il, qui évoquait les addictions liées au télétravail et donc la difficulté de pouvoir contrôler, accompagner, parce que c'est un lieu privé et que les addictions sont de tous ordres, évidemment. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Comment vous faites? Est-ce que là, sur ce sujet-là, parce que ça vous concerne, chez International SOS, vous dites on a des propositions à faire sur ce sujet? Alors, plus que sur les addictions, je dirais sur les conséquences de cette charge de travail en termes de stress, en termes d'anxiété, en termes de dépression. Et à ce titre, en effet, notre rôle chez International SOS, c'est d'aider les entreprises à faire un bon diagnostic de la réalité de ces enjeux au sein de leurs collaborateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde. Fort de ce diagnostic, de leur proposer des plans d'action et des solutions à travers des formations, à travers des engagements, des applications, du digital, en centrant, je dirais, cette intervention sur les managers qui sont clés dans ces dispositifs, puisqu'ils sont eux-mêmes exposés à ce stress et cette charge de travail, et à la complexité d'avoir à gérer des équipes en mode hybride. Il nous reste un petit peu plus d'une minute. La France, elle se situe comment dans ce paysage? Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à montrer de la France le verre à moitié vide. J'ai le sentiment quand même que sur ces questions de télétravail, d'hybridation, de flexibilité, on n'a pas pris le train, on n'est pas en retard, on a pris le train. On n'est pas en retard, on est à peu près dans la moyenne des bonnes pratiques des autres pays. En fin de compte, ce qui compte pour la santé mentale des collaborateurs, quel que soit le mode de fonctionnement des collaborateurs hybrides au bureau, en fin de compte, c'est d'avoir le sentiment qu'on s'occupe d'eux et qu'on les reconnaît de manière honnête, transparente, efficace. On le redit, il y a quand même un enjeu de bien-être lié à l'hybridation, mais dans l'étude ressort aussi quand même un risque d'isolement. Il faut pas le négliger. Exactement. C'est pas que du bonheur. C'est pas que du bonheur, donc aux managers, aux entreprises d'en prendre connaissance, de comprendre en effet les effets positifs et négatifs, et fort de ce constat, de pouvoir mettre en place une organisation du travail qui est compatible avec la culture, le pays, l'environnement, l'activité et les attentes des collaborateurs. Merci Philippe Guibert d'être venu nous rendre visite. Ce livre blanc est à découvrir évidemment sur le site. Le site de la Fondation Internationale SOS. Voilà, de la Fondation Internationale SOS que vous avez cité tout à l'heure, qui est un travail très approfondi et qui est une photographie mondiale, enfin en tout cas des pays sur lesquels vous intervenez. 85 pays, hein. Il faut le redire. Merci Philippe Guibert, directeur médical consulting santé chez International SOS. Retour en France, le code du travail, le droit du travail et l'Europe à travers des directives. C'est Smart et Réglo et c'est tout de suite. Smart et Réglo, notre rubrique juridique dans Smart Job, et c'est important, on parle des obligations d'information à l'embauche dans le contrat de travail. Alors ce sont des choses extrêmement fines et on en parle avec Justine Corré. Vous êtes avocate en droit social, Justine, au cabinet Ayache, et vous allez nous éclairer sur un sujet qui est quand même très pointu et passionnant. Directive européenne 2019, appliquée depuis 2022, qui modifie ces obligations d'information. Qu'est-ce que les directives ou la directive européenne a apporté de nouveau? Alors,
La directive européenne, elle est datée du 20 juin 2019 et elle prévoyait à l'origine d'élargir un certain nombre d'informations qui existaient déjà, que l'employeur devait déjà fournir aux salariés. Elle est venue élargir le socle de ces informations dans un souci de transparence de la relation de travail, dans un souci de permettre aux salariés de connaître les conséquences prévisibles de la relation de travail. Et elle a listé une quinzaine d'obligations. En plus de ce qui existe déjà. Exactement. D'accord. Et elle a listé une quinzaine d'informations que l'employeur devait communiquer à son salarié de manière individuelle, écrite, dès le début du contrat de travail. Alors, essayons, parce que 15, c'est évidemment très long. Oui. Peut-être qu'on peut les ranger par catégorie. Alors, quelles sont les obligations nouvelles que l'employeur doit transmettre d'un point de vue concret? Il doit lui indiquer quoi? Des éléments RSE, des éléments de QVT? C'est quoi les éléments? Alors, au terme de la directive d'abord, et après je vous expliquerai sur la loi du 9 mars dernier, au terme de la directive, les informations en question étaient classées un peu en deux postes, les informations essentielles et les informations non essentielles. Dans les informations essentielles, de manière très classique, on a la période d'essai, durée de la période d'essai, renouvellement, etc. Normal. La durée du travail, informations qui figurent déjà dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye parfois également. Rémunération fixe, variable, ça c'est ce type d'informations essentielles. Je ne vais pas rentrer dans un catalogue fastidieux, mais c'était ce type d'informations. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Après, des informations non essentielles qui ont été élargies et qui peuvent prêter aussi à questionnement, puisqu'on ne sait pas bien ce que ça recouvre. Typiquement, la directive imposait à l'employeur de donner des informations. Impose, mais comme la loi est revenue derrière... La fameuse loi du 9 mars, exactement. Qui a un peu retravaillé. Vous avez raison, impose toujours. Parce que la question du débat, c'est qu'est-ce qui s'applique? Est-ce que c'est la directive ou la loi? Ça s'applique, et ça s'applique en plus depuis le 1er août 2022. Mais une information type procédure complète en cas de cessation du contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire procédure complète en cas de cessation du contrat de travail? On peut faire 15 pages, on peut faire un paragraphe. Donc, c'est des obligations qui pouvaient un peu interpeller. Et puis, la loi est venue transposer cette directive celle du 9 mars. Voilà, celle du 9 mars, dans le Code du travail français, en intégrant un nouvel article et en transposant cette obligation d'information, sans lister pour le moment les informations. Les fameuses 15 nouvelles... Voilà. Et elle renvoie à un décret le soin de le faire. Maintenant, on se doute bien que le décret va évidemment reprendre les informations érigées au rang européen. Moi, ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est l'esprit de cette directive. Et l'esprit, c'était quoi? De protéger le salarié, de lui donner plus de droits, de recréer une relation plus équilibrée avec l'employeur. C'était quoi l'esprit de la directive? L'esprit de la directive, c'était de renforcer la transparence dans la relation de travail et de permettre aux salariés de connaître les enjeux de sa relation de travail. La directive, d'ailleurs, parlait des conditions de transparence et de prévisibilité de la relation de travail. Donc, c'était un peu l'esprit de cette directive-là. L'idée n'est pas du tout de créer un nouveau carcan d'obligations contractuelles ou un nouvel échange de consentement. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une information dans un but de transparence. Mais la loi du 9 mars, donc j'imagine qu'elle fait un peu Givaro, elle réduit un peu tout ça dans un article dont il faudra d'ailleurs attendre les décrets. Les avocats les attendent, j'imagine. Exactement. Ça change quoi pour vous concrètement par rapport à votre relation avec les employeurs? Alors, à ce stade, ce que ça change, c'est qu'on assiste nos clients pour les aider à processer cette obligation. C'est exactement ça. Parce que dans un groupe de 2000 personnes, le flux d'informations va être colossal. Et évidemment, il faut processer et arriver à trouver le bon support, le bon niveau de détail pour éviter les écueils que peuvent présenter cette nouvelle obligation. Dans les 15 d'obligations directives qui ont été un peu réduites, il y avait quoi d'autre? Quels sont les autres éléments de transparence que l'Europe exige de l'employeur? Alors, il y avait également, mais ça aussi, c'était déjà existant, mais non formalisé, mais d'informer le salarié sur toutes les conventions collectives et les accords collectifs applicables. Donc, là aussi, quelque part, c'est évident. Auparavant, les employeurs souvent les mettent sur l'intranet pour que les salariés en aient connaissance. Personne ne les lit. Personne ne les lit. On est d'accord. Et là, on a vraiment une obligation individuelle. Il faut que l'employeur garde une trace de cette remise individuelle pour montrer qu'il a rempli son obligation. Donc, bien faire connaître toutes les avancées dans tous les domaines qui ont été validés au CSE et dans les accords qui ont pu être signés avec les partenaires sociaux. C'est plus... sans rentrer dans le détail, c'est plus donner le catalogue de ce qui est applicable au niveau collectif pour chaque salarié. Donc, ce sont ses droits. Il bénéficie de ces droits-là précis. Oui. Parce qu'en général, quand on rentre dans une entreprise, dans des très grands groupes, en tout cas, on ne sait pas du tout et on est perdu. Donc, ça permet effectivement une meilleure connaissance et information. Absolument. Et c'est le but de la loi. Vous, là, aujourd'hui, loi du 9 mars, le décret n'est pas sorti. Non. Donc, il y a des gens qui planchent là depuis quelques semaines maintenant. Il va quand même transformer aussi, vous, parce que c'est vous qui allez
processer tout ça. C'est un petit travail quand même pour les avocats là. Oui, c'est un travail. On assiste nos clients et on essaye de trouver le meilleur support au regard et de la taille de l'entreprise et de leur modalité de fonctionnement. Donc oui, c'est un travail de l'avocat. Justine Corré, une dernière question. S'ils ne respectent pas ces obligations, parce que la directive s'applique toujours, hein, celle depuis août, vous l'évoquiez, en attendant la directive, concrètement, les employeurs qui ne l'appliquent pas, est-ce qu'un salarié d'ailleurs est bien au courant de ses droits sur ce sujet? Parce qu'il faut bien pour qu'il y ait recours, il faut que le salarié soit informé qu'il ne l'a pas fait. Alors, le salarié sera au courant de ses droits typiquement via ce genre d'émission. Mais, donc il peut faire recours s'il n'a pas eu accès à ces documents? Non, il n'y a pas de sanction immédiate et directe de cette obligation. Et heureusement, parce que ce n'est pas du tout l'essence de la loi. La loi a prévu un garde-fou qui est celui de la mise en demeure, c'est-à-dire qu'un salarié, avant de pouvoir contraindre son employeur défaillant, va devoir le mettre en demeure de s'exécuter devant une juridiction. Et c'est que si... pas devant une juridiction, excusez-moi, va devoir mettre en demeure son employeur de s'exécuter, et c'est que si la mise en demeure est infructueuse qu'il pourra aller devant les juges pour contraindre son employeur. Vous reconnaîtrez avec moi, Justine, que quand on est dans une négociation de candidat à employeur et qu'on est dans l'embauche, évidemment, on démarre assez rarement par une mise en demeure de son employeur. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, c'est malvenu. C'est malvenu. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi un salarié mettrait soudain son employeur en demeure. Enfin, ce risque existe. C'est vrai, mais en même temps, ça aurait été compliqué pour le législateur de prévoir une sanction immédiate, une amende ou quelque chose comme ça qui n'était pas conforme à l'esprit de la loi. Oui, puis qu'il y a un côté quand même, excusez-moi, mais un peu absurde dans l'idée que lorsqu'on veut rentrer dans une entreprise, on ne la met pas en demeure. Absolument. Encore que tout est possible. Les avocats voient tout, voient tellement de choses. Merci Justine Corré, avocate en droit social cabinet AIH, sur ces obligations. Alors pour être concret, c'est toujours la directive qui s'applique, celle d'août 2022. Alors la directive, oui, s'applique parce que la France n'avait pas transposé dans le délai. Un grand classique. Effectivement, depuis le 1er août 2022, d'un point de vue strictement juridique, elle s'applique. Et la loi, de toute façon, la transpose. Donc maintenant, il n'y aura plus de débat sur le sujet. Et vous attendez, tremblant, vous les avocats, eh bien, ces fameux décrets d'application des lois que parfois on peut attendre des années. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la reconversion. Alors, le sujet, on en parle depuis des années, évidemment. La crise Covid a accéléré ces désirs de reconversion. Et puis, c'est un sujet politique parce que dans la réforme des retraites et dans la négociation avec Elisabeth Borne, si elle a lieu la semaine prochaine avec les syndicalistes, eh bien, il est question de parler de pénibilité et de reconversion. Qu'est-ce que c'est et pourquoi les salariés aujourd'hui ont ce désir de se reconvertir? On en parle avec des experts de ce sujet. C'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job, juste après la pause. Le Cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous. On va parler en reconversion aujourd'hui. C'est un vieux sujet, la reconversion, on en parle depuis fort longtemps, sauf que depuis le Covid, les choses se sont accélérées. Beaucoup de Français ont la tentation de Venise et se disent, tiens, si je me reconvertissais, si je faisais autre chose de ma vie, reconvertir dans le même secteur ou carrément changer de métier. 9 Français sur 10, fin 2022, disaient avoir envie de changer de métier et 7 sur 10 étaient prêts à demander de l'aide pour entreprendre un projet de réorientation professionnelle. Et puis, actualité politique oblige, Elisabeth Borne, la Première ministre, qui va rencontrer les syndicats cette semaine, eh bien, a mis sur la table de discussions la question de la reconversion. Claire Pascal est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Comundi. Vous nous expliquerez ce que fait Comundi et vice-présidente des acteurs de compétences. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Stéphane Masse. Bonjour Stéphane. Vous êtes déjà venus tous les deux d'ailleurs sur le plateau. Directeur Transition Pro IDF, donc c'est-à-dire Île-de-France, avec un événement en préparation et qui aura lieu le 14 et 15 justement sur la reconversion. Merci d'être là. Samuel Tamba. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de Diversity Days. On a reçu d'ailleurs votre nouveau président, il y a quelques jours sur ce plateau. Vous êtes membre bénévole, vous êtes par ailleurs cadre dans une bien belle entreprise et vous êtes en charge des affaires publiques, en charge bénévole des affaires publiques de Diversity Days, faut-il le préciser. D'abord, une question sur le mot reconversion. Vous, dans vos fenêtres respectives, diversité, inclusion, avec ces jeunes, ces moins jeunes. Est-ce que vous sentez une vraie appétence pour la reconversion? Ou est-ce que globalement, on est sur les mêmes trends qu'il y a 5 ans quand on en parlait? Stéphane, vous sauriez? Écoutez, on peut dire que la reconversion, elle s'est banalisée.
Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a un dernier sondage, une étude qui a été faite par Centre Info qui dit que 51% des actifs souhaitent se reconvertir dans les 5 années à venir. Et chez les jeunes, c'est même dans les 3 années à venir. Et lorsqu'on va un tout petit peu plus loin, on peut dire aussi que 21% des personnes interrogées disent être déjà rentrées dans un processus de reconversion. Et lorsque nous on regarde le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif que nous finançons, reconversion donc assurée, sécurisée, financement de la formation et prise en charge de la rémunération, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple, que les plus de 45 ans représentent 25% des projets de transition professionnelle. Donc ça touche aussi cette génération-là. On va entendre Claire et Samuel, mais juste un mot. Est-ce que c'est parce que les médias, parce que les hommes politiques, parce que ceux qui parlent de ces sujets en parlent beaucoup dans les médias et nous disent, alors là, à longueur d'articles et on n'aura pas le même métier toute sa vie, il faut s'habituer à l'idée d'avoir 4 boulots. Est-ce que c'est rentré dans le cerveau des Français, ça ? Il y a une sensibilisation qui a été faite, bien évidemment les médias, mais pas que. Les mutations que nous vivons actuellement dans tous les domaines amènent les Français à prendre conscience qu'il va falloir prendre, on va dire, l'utilitaire en quelque sorte, le véhicule utilitaire qui est la formation professionnelle pour se reconvertir. Mais la formation professionnelle n'est pas qu'un moyen, il faut quand même le dire, de reconversion. La reconversion, elle est diverse. Tout à fait. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et on va y revenir parce qu'il y a aussi des métiers sous tension que certaines personnes ne veulent pas faire. Et on dit, mais si vous vous reconvertissiez dans la restauration, on voit que c'est pas si simple, facile à dire, pas si facile à faire. Claire, la tension et je dirais l'intensité sur cette reconversion, est-ce que vous la ressentez chez Comundi et puis chez les acteurs, évidemment, les acteurs de la compétence ? Alors, je crois que c'est difficile de ne pas la ressentir sur l'ensemble de l'économie française. Moi, je distinguerais 2 types de reconversion. Il y a une accélération des changements culturels autour de la volonté d'avoir des parcours qui sont divers. Et donc la reconversion est un outil pour changer de métier parce que on est beaucoup moins dans des carrières linéaires. On a envie de changer d'employeur, de changer de métier. On a des compétences qui vont rapidement être obsolètes. Donc pourquoi pas en profiter pour pouvoir changer de secteur d'activité. Claire, je m'autorise. Là, vous faites un volet très sociologique, c'est-à-dire l'être humain est traversé par des désirs de changement. Mais je vois aussi quand même des éléments exogènes. Alors, on nous dit, il n'y aura plus bientôt sur les chaînes de montage chez Renault de gens qui feront des moteurs thermiques. Et là, de fait, on leur dit, vous n'avez pas le choix, il faut vous reconvertir. Alors c'est le deuxième volet de ce que je voulais vous présenter, c'est-à-dire c'est des reconversions qui sont obligées, c'est-à-dire qu'on a des problématiques d'usure professionnelle, on a des problématiques d'obsolescence des métiers qui disparaissent, on a des grandes enseignes qui reconvertissent leurs caissières en chefs de rayon. On a aussi, et moi je travaille aussi parce que je suis maire adjoint d'une collectivité en charge des RH, et donc je vois aussi des reconversions, des mobilités qui sont nécessaires dans les crèches, dans les espaces verts, et donc ces reconversions, elles sont... Dans le public aussi, il ne faut pas l'oublier. Et dans le public, il y a de nombreux métiers qui nécessitent d'anticiper, et c'est le sujet. C'est pas uniquement de constater, mais c'est anticiper. Il y a 2 sujets. Il y a notre vie personnelle est presque intime, et puis il y a aussi la gestion des carrières et des parcours, qui est un vrai sujet aussi de formation et d'accompagnement. Samuel, comment ça se vit chez Diversidays, qui fait focus, et on en a parlé avec votre président, sur le fléchage vers les métiers de la tech, qui concernent des jeunes, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi des salariés de 45 ans à qui vous dites, mais allez-y, faites-la cette formation. Pourquoi c'est si compliqué pour le coup ? Parce que là, on voit le côté bonheur de la reconversion, mais on voit des secteurs qui disent, moi je trouve pas, je galère, je trouve pas mes développeurs. Ça, c'est votre boulot, ça. Effectivement, peut-être un mot sur Diversidays rapidement. Nous sommes une association d'égalité des chances nationale qui a pour mission de faire du numérique un accélérateur d'opportunités et de diversité pour les talents issus de nos territoires, qu'ils soient ruraux ou des quartiers prioritaires de la ville. Ça, c'est pour l'exposé des motifs. Et pour répondre à votre question, et je pense que c'est ce qui a été dit en amont, on vit un environnement qui est polymorphe, une triple crise, triple révolution, transition énergétique, transition technologique et puis des sujets sociétaux qui émergent de plus en plus. Et nous, on a décidé de s'atteler au sujet de la transition numérique, parce qu'on pense que c'est une manière d'insérer durablement aussi des profils sur le marché de l'emploi. Vous avez vu l'étude dans les Échos, 300 millions d'emplois vont disparaître, liés, on évoque le chat GPT, on évoque le numérique, tous ces sujets nous impactent. Bien sûr. On se dit, oh là là, mais attendez, parce que là, c'est plus de la reconversion, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie là, hein. Exactement. Et puis, il y a aussi le World Economic Forum qui nous dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas. C'est ça. Et donc, ces sujets de taxonomie et de mobilité des compétences
Nous, on le fait à l'échelle individuelle, plutôt sur des publics de demandeurs d'emploi, éloignés Ouais. du marché du travail. En coordination avec Pôle emploi d'ailleurs. En coordination avec Pôle emploi, j'y reviendrai. On a lancé un programme qui s'appelle Déclic numérique, 100% gratuit, 100% accessible, qui a pour but finalement de former très rapidement des personnes vers les métiers du numérique, en leur montrant que les reconversions c'est possible, que ça existe et qu'on puisse les aider à naviguer dans cette jungle de formation qui existe aujourd'hui. C'est une jungle. Déclic numérique, ça a commencé aujourd'hui, lundi 3 avril, 3-4, c'est un lancement. Et allez sur le site Diversidays parce qu'il y a plein de possibilités. Stéphane, je voulais pas, avant de vous donner la parole, qu'on oublie que vous avez Génération Reconversion. C'est du 13 au 14 avril. Du 14 au 15 14 au avril. 15, vous voyez, une date près, j'étais pas loin, 14-15. Concrètement, sur cette question de la reconversion, je vous ai vu faire un peu la moue, parce qu'il y a à la fois des Français qui sont col blanc pour certains, et qui se disent, moi je vais quitter cet univers de l'entreprise pour aller m'isoler un peu plus, inventer quelque chose. Puis il y a des salariés à qui on dit, dans 15 ans, tu n'as plus de boulot. Et là, c'est plus du tout la même histoire. On la vit pas pareil, l'histoire. Oui, dans 15 ans. Donc ça laisse le temps. Il ne faut pas aussi créer de climat anxiogène. Mais ouais. Hein, là aussi, il faut raison garder dans cette situation-là. Il faut en prendre un laisser dans les études. Hein, quelquefois, les études, elles servent aussi un certain nombre d'intérêts. Oui, il y a... Vous pensez que l'étude des Échos, parce qu'elle a été contestée, l'étude. Hein. Voilà, il faut tempérer les choses. Oui, les reconversions vont avoir lieu dans certains secteurs. Vous l'avez évoqué, dans le secteur, par exemple, de l'automobile, on le voit bien. Dans le secteur de l'énergie, dans le secteur aussi, par exemple, du transport. Mais on est prêt pour ça? On voit bien, mais... Tout ça se met en place, les filières se mettent en place, les dispositifs portant justement ces reconversions sur le plan des financements sont maintenant mobilisés pour accompagner ces grandes mutations. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Lorsque, par exemple, l'Europe dit c'est l'année 2023 des compétences, il y a une raison, on voit bien la mobilisation générale autour de la société de compétences qu'on est en train de construire, qui est l'essence même, justement, du plein emploi. Et ça, il faut le mettre en avant. Donc, raison gardée, ChatGPT, très bien. Ça va modifier des emplois. Quelques-uns vont disparaître. Des cols blancs, d'ailleurs, hein, vous avez vu. On le sait bien. C'est pas les cols bleus. Les journalistes, notamment. Les journalistes, les avocats, les juristes, les notaires, bref. Côté reconversion, vous dites, on est prêt ou pas? Parce que Elisabeth Borne pose ce sujet sur la table aux syndicats en leur disant, bah voilà, il faut quand même maintenant réfléchir à ces questions de pénibilité. Bon, une fois que la loi est votée, c'est un autre sujet, et aux questions de reconversion. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Parce que on réagit souvent quand l'accident a lieu. On est prêt, on a des dispositifs qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent. Je pense qu'on va avoir une accélération des besoins d'accompagner les reconversions. On a un sujet aussi qui se pose, vous l'avez dit, c'est le sujet des seniors qui commence à rentrer dans le débat sur la réforme des retraites. Les deux sont liés d'ailleurs. Et on a un vrai sujet par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience des entreprises aussi d'accompagner ces reconversions pour leurs seniors, parce qu'on a des phénomènes d'usure, on a aussi des phénomènes de gestion de fin de carrière pour les seniors. Donc on doit se doter d'outils pour pouvoir accompagner les seniors et inciter les entreprises à prendre ce sujet en main. Et aussi, il faut qu'on ait probablement une simplification, une meilleure lisibilité des dispositifs. Le maquis, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Concrètement, on fait quoi? Parce que vous êtes des acteurs tous. On va sur le site, j'ai 45 ans. Je suis plâtrier, j'ai un mal fou à continuer mon emploi. Je suis allé voir mon employeur, il faut faire des cas concrets. Et je lui ai dit, je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions. Vous le prenez en main, je passe d'abord par Pôle emploi et Pôle emploi dit, vous avez des formations tech? Est-ce que c'est un peu comme ça le processus? Bien sûr, c'est un processus effectivement de coalition public-privé, très important. C'est un programme qu'on opère avec donc bien sûr Pôle emploi, la GFIP et puis aussi la Fondation philanthropique de Google. Il y a une quinzaine de partenaires nationaux que je n'aurai pas le temps de citer. Mais l'idée, c'est finalement 3 séquences. Un moment clé où en fait on voit qu'il y a des reconversions qui ont été réussies. Donc finalement, inspirant donc. Inspirant. On inspire et on montre que c'est possible. Une deuxième séquence où là, on va avoir 8 jours de formation par les partenaires nationaux, qu'ils soient publics ou privés, pour montrer la jungle de formation, leur permettre de naviguer ces demandeurs d'emploi et choisir. Et puis une troisième séquence où là, il va y avoir toute une dimension de mise en relation avec des recruteurs pour pouvoir trouver des débouchés. 2 éléments chiffrés. On a fait une étude d'impact avec Pôle emploi. Il y a 34% des personnes qui ont suivi la formation qui ont retrouvé un emploi au bout de 6 mois, un emploi permanent. Et il y a 25% des personnes qui ont suivi la formation qui, derrière, ont repris une formation certifiante ou diplômante. Et qui leur permet d'accéder à l'emploi. On arrive à 10 000 bénéficiaires en 2 ans. Oui, j'ai vu votre chiffre. Stéphane, est-ce que c'est dans la même logique? Et on voit quand même aussi que ça vient justifier que le chômage baisse. C'est-à-dire qu'on a quelques soucis de tension sociale depuis quelques mois. Mais dans les faits,
c'est incontestable, le chômage baisse. Est-ce que vous êtes un des acteurs qui contribue à faire baisser ce chômage? Parce que la reconversion, c'est ça. Mais oui. C'est l'idée de retrouver un emploi et pas partir à Pôle emploi. Mais bien évidemment, on est un acteur qui, en tout cas, a pour rôle de fluidifier justement la reconversion et d'accélérer les mobilités. Et la reconversion, je tiens à le dire, elle est polymorphe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça peut être par la formation, changer de métier, ça peut être changer de statut, ça peut être une promotion interne. Donc attention, ça peut être aussi une formation sur le tas. Et même sur le tas. Les deux, mon capitaine. Sur le tas pour certains, ça peut être la création d'entreprises. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est que vous avez des moments clés. L'entretien professionnel dans une entreprise, par exemple, c'est un moment important où on va travailler avec justement son employeur sur son avenir professionnel. Vous avez le conseil en évolution professionnelle qui doit permettre justement de se poser les bonnes questions. Vous voyez, vous avez les dispositifs que nous portons, la VAE, le projet de transition professionnelle, qui permettent de financer ces accompagnements. Juste un mot, il y a un frein quand même dans la reconversion pour tout le monde. Alors il y a ceux qui vont être obligés de le faire et ils n'ont pas le choix, mais pour ceux qui veulent le faire il y a quand même le frein financier, il y a quand même les dispositifs parfois de portage qui ne se font pas. On va perdre sa mutuelle, on va perdre quelques avantages d'ancienneté. C'est pas si simple quand même de se reconvertir, Claire. Alors effectivement, il faut c'est parfois un saut dans l'inconnu quand même. Il faut lever ces obstacles. Moi, je pense qu'un dispositif de reconversion qui soit efficace, il doit reposer sur 3 piliers. D'abord, sur une prise de conscience individuelle et une responsabilisation de chacun qui est porteur de son projet. Il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Oui. Un dispositif d'accompagnement clair, financé et qui soit pérenne. Et troisièmement, une dimension collective de cette dimension de reconversion, c'est la prise de conscience des entreprises qui ont aussi leur rôle à jouer pour accompagner des métiers qui vont disparaître et pour les amener vers d'autres métiers à l'intérieur de leur propre entreprise ou à l'extérieur. Oui, parce qu'on évoque la sortie d'entreprises vers d'autres métiers, mais il y a aussi à l'intérieur des entreprises parfois le manque de connaissances de métiers qui s'ouvrent et dont on ne connaît pas. Côté numérique, on a évoqué évidemment vos enjeux, mais il y a quand même les métiers sous tension où on voit que malgré tout, on dit mais attendez, il y a la garde d'enfants, les EHPAD, la restauration, tous ces métiers, on nous dit mais regardez, il y a beaucoup d'emplois, puis on voit qu'en fait ces emplois ne sont pas pourvus. Qu'est-ce qui fait? C'est la pénibilité, c'est le niveau de salaire, c'est quand même des sujets qui sont sur la table, ça aussi sur le plan, j'allais dire, politique. Alors, est-ce que ces emplois sont pourvus ou pas? Mal pourvu. Lorsqu'on regarde, par exemple, le dispositif que nous portons, qui est le projet de transition professionnelle, à 22%, le budget il est consacré au sanitaire et social. Ça veut dire qu'on a bien des personnes qui utilisent ce véhicule-là pour aller dans ce secteur-là. Qui a été quand même aussi bien... Il y a eu des réformes dans ce secteur. Le Ségur de la santé, si vous suivez un petit peu l'actualité, on a revalorisé. On a revalorisé les rémunérations, on a revu les postes. Enfin bon. Donc, il y a des évolutions qui amènent ces secteurs-là à être plus attractif et il faut aussi le mettre en avant. Et on voit bien que les secteurs, dans un contexte de tension sur le marché, vont être amenés aussi à revoir aussi certainement un certain nombre de choses. Vous en pensez quoi? Parce qu'on a évoqué les jeunes, la diversité, et Diversity porte cette question-là aussi d'accompagner des jeunes pour les faire sortir, je dirais, et casser le plafond de verre. Mais il y a aussi les seniors. Comment ça se passe quand vous accompagnez? C'est quoi votre profil de public là aujourd'hui? Alors ça démarre, mais c'est plutôt des plus de 30, c'est des jeunes de 20 ans. C'est quoi le profil? Parce que quand on a 20 ans, on ne peut pas dire qu'on se reconvertit, quoi. On va chercher les profils qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi actuellement. Donc ça, c'est les données de Pôle emploi. Les chômeurs longue durée, principalement. Ça peut être des femmes en situation de monoparentalité. Ça peut être aussi des profils avec un handicap visible ou invisible. Et puis aussi les profils qui sont peu dotés en diplôme. Voilà, donc c'est finalement les 3 typologies qu'on voit le plus souvent. Et puis c'est celles qui sont le plus éloignées finalement de ces métiers du numérique, que ce soit dans la Startup Nation ou même dans les grands groupes. Donc ça déjà, c'est le premier focus. Et c'est des objectifs qu'on se fixe avec les partenaires nationaux, la GFIP, est là justement pour garantir que nous puissions toucher des profils qui sont... en tout cas, qui ont un handicap visible ou invisible. Et donc, on adapte nos formations, Vélotypie, LSS, ainsi de suite, pour que la formation soit accessible, financée à 100%, gratuite, et avec cette... Et gratuite, c'est important de le dire. C'est très important. Parce que parfois, les formations, on vend du rêve, et puis on s'aperçoit qu'elles coûtent 3 000, 4 000, 5 000 euros. On n'a pas le CPF qui va bien. Ouais. Pour terminer, vous êtes des acteurs de la formation, très directement. Vous évoquez les compétences. Le monde se transforme, le numérique nous percute très fortement. Est-ce que nos modes de formation sont bien adaptés? Parce que former aux compétences, c'est pas former aux hard skills. C'est très différent. Et ça frotte un peu quand même.
Alors ça frotte bien sûr. Donc C'est très subjectif. Je pense qu'on a dans nos métiers des filières de la compétence et de la formation, on a aussi besoin de se réinventer. On a aussi besoin de prendre en considération qu'il va y avoir de plus en plus une interaction forte entre la formation et les pratiques professionnelles. Tous ces jeunes qui arrivent en apprentissage, qui ont été formés à la fois en même temps à l'école et en même temps en entreprise, est-ce que quand ils vont devenir salariés, est-ce qu'ils auront besoin des mêmes modalités d'apprentissage ? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs de formation, on doit se réinventer. Et l'innovation, c'est l'innovation pédagogique. Et il faut qu'on continue à travailler sur l'innovation pédagogique. C'est aussi l'innovation, bien sûr, digitale, parce que c'est un outil puissant, mais c'est pas le seul outil d'innovation. Et donc, on a à s'adapter. La formation s'adapte aux évolutions de la sociologie du travail et au comportement des travailleurs. Vous avez 30 secondes, Stéphane, c'est comme dans les débats politiques pour conclure. Très rapidement, la loi de 2018 sur justement la liberté de choisir son avenir professionnel, elle a ouvert un champ d'action aussi assez intéressant. Ça veut dire qu'on reconnaît aujourd'hui la formation ouverte à distance. On reconnaît l'AFES, l'action de formation situation de travail. Vous voyez que les modalités se sont diversifiées pour s'adapter aussi aux nouvelles façons d'apprendre. Et répondre à ces enjeux à la fois qui viennent, je dirais, du contexte économique et puis aussi des enjeux de désir de Français qui eux aussi ont des désirs de reconversion. Merci à vous. On a un petit peu débordé. Merci à vous, Claire Pascal, directrice générale de Comundi et vice-présidente d'Acteurs de Compétences. C'est le nouveau nom. De la fédération, oui. Voilà. La fédération des acteurs de la compétence. La fédération des acteurs de la compétence. Merci à Stéphane Mas, directeur Transition Pro Île-de-France 14 et 15. Ça se passera où d'ailleurs ? Génération Reconversion à Paris 15e. Paris 15e, Génération Reconversion et Déclic Numérique, ça a démarré aujourd'hui, 3-4. Et puis après, c'est un cycle évidemment qui va vous permettre d'accompagner des centaines, pour ne pas dire des milliers, de jeunes et de moins jeunes sur le chemin du numérique et de l'emploi. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à qu'est-ce que veut dire changer de locaux. Parfois, des grands groupes changent de locaux et c'est presque de façon un changement de mode de vie au sein de l'entreprise. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec un sujet qui est passionnant. Qu'est-ce que c'est changer de locaux ? Alors ça arrive à vous qui êtes des décideurs et qui changez de locaux pour agrandir, pour rapetisser, pour transformer. Et qu'est-ce que ça transforme en termes de marque employeur et puis de plaisir de venir au travail ? Et on en parle avec Lilia Malel. Bonjour Lilia. Bonjour. Vous étiez venue nous rendre visite il y a déjà un peu plus d'1 an. Vous êtes la DRH de Kellogg's France. Marque, comment on l'a définit votre marque Kellogg's ? Iconique. Ouais. J'allais dire presque patrimonial du matin. Oui. On va parler avec vous d'un sujet, et d'ailleurs on va voir quelques visuels qui sont plutôt magnifiques. Vous avez changé de locaux. Tout à fait. Mais changer de locaux, pour vous, il y avait une vraie démarche, je dirais, de transformation presque de la manière dont on travaille. C'était ça l'esprit de ce changement de locaux ? Oui, ça s'inscrit en fait dans la continuité de notre stratégie de Kellogg's France. En fait, si vous voulez, il y a 2 ans à peu près, on a lancé notre marque employeur et déjà à ce moment-là, le changement de cadre de travail et de locaux, c'était une priorité en fait pour nous. Mais la démarche est venue en disant on va transformer notre manière de nous comporter avec nos collaborateurs, donc on change de locaux, ou vous avez changé de locaux et vous avez dit on va aussi en profiter pour accompagner nos collaborateurs différemment ? Non, on avait 3 raisons principales. La première, c'est effectivement, quand on a lancé notre marque employeur, on avait déjà ce projet-là parce que on sait en fait que c'est acquis maintenant. En fait, si vous voulez, le bien-être des collaborateurs, il est intrinsèquement lié en fait à la performance des entreprises. Et pour nous, c'était important. Ça fait des années que Kellogg's s'engage en fait et contribue à offrir un cadre de travail stimulant, inclusif, dynamique. Donc, on avait besoin d'asseoir en fait, de consolider aussi notre statut d'employeur de référence. La deuxième raison, c'était aussi effectivement c'est beau quand même. Le cadre de travail. C'est pas mal. On aime beaucoup. Alors, on dit plus cantine, là. Hein. Là, c'est un food court, effectivement. Voilà. 7 kiosques différents. Et le M57, si vous voulez, ce qu'on voulait retrouver aussi, finalement, c'était... Salle de réunion intimiste. Des bulles, tout à fait. Ce qu'on voulait retrouver, c'était surtout un lieu de vie, en fait, une destination, plus qu'un lieu de travail. Et c'est ça qu'on voulait retrouver. Et puis c'est un bâtiment qui est moderne, qui est éco-responsable. Les briques que vous avez vues tout à l'heure dans la rue intérieure, ce sont des briques qui ont été réutilisées de l'ancien
atelier de métallurgie industrielle de chez Renault, c'est briques. Les briques qui sont au sol, hein, Tout à fait. qui étaient les vieux bâtiments Renault que vous avez recyclés. Donc il y a un peu d'industriel à l'intérieur de votre... On a gardé l'esprit industriel de Renault. D'abord, c'est beau, ça permet d'avoir des lieux de convivialité, un endroit où on a envie d'être, Ouais. parce que et donc un endroit où on a envie d'aller. Et ça, ce sont des espaces de réunion et de travail avec... alors vous êtes évidemment sur l'emplacement des usines Renault, enfin juste en face en fait. Hein. Tout à fait. C'est ça, Juste hein. en face de la scène musicale, Bah oui. vous voyez là. Auparavant, Les c'était une rives très de grande Seine. usine Renault. Tout à fait. Vous êtes la DRH et vous êtes dans ces locaux. Déjà, vous avez la prise directe et la relation avec les collaborateurs. D'abord, qu'est-ce qu'ils vous disent de cela, de ce qu'ils vivent dans ces lieux? Ce qu'ils nous disent, en fait, si vous voulez, ce déménagement, c'était aussi incarner la flexibilité. On a plusieurs politiques de flexibilité, notre politique de télétravail, ce qu'on appelle, nous, le Locate for Your Day, avec l'esprit de, renforcer les connexions, donc les interactions sociales. On sait qu'elles sont plus riches en personnes. On sait que les personnes, donc, du coup, quand elles vont se voir, elles vont se soutenir, elles vont s'encourager, elles vont se développer. On sait que la collaboration, elle est quand même beaucoup plus forte quand on travaille sur des sujets complexes et qu'on a la somme des efforts individuels. Et puis, on sait que la créativité, elle vient aussi par les échanges fluides et spontanés qu'on peut avoir. Et puis, on a vu le rooftop là très rapidement. Oui. Enfin, c'est vrai que ça donne aussi envie d'aller faire une petite réunion de travail sur le rooftop, parce que c'est pas qu'un lieu de loisirs. On est d'accord, on vient travailler sur le rooftop. Hein. On voulait effectivement que le bâtiment incarne en fait nos valeurs de flexibilité et de travailleurs nomades, et que nos salariés aient cette possibilité tout au long de leur journée d'utiliser les espaces en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Donc effectivement, aller brainstormer sur le rooftop ou dans la rue intérieure ou dans les bulles, parce que dans une journée, on a besoin de moments de confidentialité, informels, formels. Mais c'est difficile à quantifier, mais vous, la DRH, vous sentez quand même que c'est un outil de rétention. Quand même. Quand on voit ces lieux, et que vous appelez vous-même d'ailleurs un lieu de vie, on se dit que ça donne plutôt envie aux collaborateurs de ne pas aller voir ailleurs, quand même, de rester et de s'engager, non ? Pour nous, c'est effectivement un outil, ça concourt à l'attraction et la rétention des talents. Les collaborateurs sont très contents. On a énormément de retours très positifs, même des candidats qu'on reçoit. C'est ce que j'allais vous dire. Qui nous disent, ça rajoute un peu de magie à tout ça. Donc on voit que c'est efficace, que ça fonctionne bien, et on est content. Et un des enjeux aussi qu'on avait, c'était d'encourager le retour au bureau, de se rassembler, de se retrouver, et ça, on le retrouve. Oui, parce que ça se termine, mais c'était aussi l'enjeu, quand on n'est pas bien dans un endroit, on préfère rester chez soi pour bosser. Et là, vous dites, regardez, on vous donne tous les outils pour rester dans l'espace de travail et de garder le contact, parce que c'est ça le vrai danger, c'est d'atomiser des collaborateurs. Vous l'appelez comment, le M57 M57, Métal 57. Génial, c'est de la science-fiction, mais c'est de la réalité. Ouais. C'est à Boulogne, hein. Boulogne-Billancourt, donc c'est à l'intersection du quartier du Trapèze, Pont-de-Sèvres et l'île Seguin. Et juste en face avec les qui est en totale transformation et qui s'est d'ailleurs totalement transformé. Merci beaucoup Lilia Malel d'être venue nous rendre visite. Puis il y a eu un gros travail sur la parentalité, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais Kellogg's fait un gros travail sur la parentalité. Et puis le départ tôt, le vendredi à 15h aussi, pour avoir le temps de faire redescendre et d'aller vers le week-end. Les bureaux, et puis le bien-être et la flexibilité et la reconnaissance. Merci de nous avoir rendu visite. On ira peut-être jeter un œil dans vos locaux pour prendre un café sur notre beau rooftop. DRH Kellogg's France, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Théo à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat. Et puis je voulais faire un big up, comme on dit chez les jeunes, à Laure-Hélène qui nous a accompagnés dans l'équipe de programmation pendant 4 mois. Et ça a été un vrai plaisir, Laure-Hélène, de partager tous ces moments avec toi. Je te dis bon vent. Peut-être une future consoeur. Elle viendra peut-être prendre ma place dans quelques années. Je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout à demain. Bye bye.